Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un jeune irresponsable met une jeune fille enceinte et est expulsé de chez lui après avoir défié ses parents. Après 2 ans à vivre dans la rue, il voit sa fille entrer à l'école et décide de faire une folie. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Mon nom est Jacques Dubois, un jeune homme de 25 ans vivant une vie insouciante et irresponsable à Paris. J'étais le fils gâté typique d'une famille riche, dépensant toujours l'argent de mes parents, Pierre et Élise, en fêtes et extravagances sans me soucier des conséquences. Une nuit, dans une boîte de nuit branchée du centre-ville, j'ai rencontré une belle jeune femme nommée Sophie. Elle avait des cheveux blonds soyeux, des yeux bleus pénétrants et un sourire charmant. Son innocence et sa pureté m'ont immédiatement attiré. Nous nous sommes rapidement impliqués et, en peu de temps, nous étions inséparables. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sophie est venue me voir, le visage pâle et les yeux pleins de larmes. D'une voix tremblante, elle m'a révélé « Jacques, je suis enceinte. » Mon monde s'est effondré à cet instant. Je n'étais pas prêt à être père. Je ne voulais pas de cette responsabilité. Mon premier instinct a été de fuir, d'abandonner Sophie et le bébé. J'étais trop égoïste pour faire face aux conséquences de mes actes. Cependant, mes parents ont découvert la grossesse de Sophie. Ils m'ont confronté lors d'une discussion animée dans le salon de notre manoir. Mon père, Pierre, le visage rouge de colère, a vociféré « Jacques, espèce d'irresponsable! Comment as-tu pu faire ça? Mettre une fille enceinte et vouloir l'abandonner? Quel genre d'homme es-tu? » J'ai tenté de me défendre, mais ma mère, Élise, m'a interrompu, les larmes coulant sur son visage. « Nous t'avons tout donné, Jacques. Amour, éducation, argent. Et c'est ainsi que tu nous remercies, en nous faisant honte de cette manière? » Je me suis senti acculé, mais malgré tout, j'ai gardé ma posture arrogante. J'ai répondu avec dédain « Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas de ce fardeau. Je ne veux pas être père. C'est ma vie, je fais ce que je veux. » Mon père s'est approché de moi, son doigt pointé vers mon visage. D'une voix basse et menaçante, il a dit « Écoute bien, Jacques. Tu as 2 options. Soit tu assumes la responsabilité de cet enfant et de Sophie, soit tu ne feras plus partie de cette famille. À toi de décider. » J'ai avalé difficilement, sentant le poids de ces mots. Mes parents ne m'avaient jamais donné d'ultimatum auparavant. Bluffaient-ils? Avaient-ils vraiment le courage de me mettre dehors? J'ai regardé les visages sérieux de mes parents, essayant de déchiffrer leurs intentions. Le silence dans la salle était assourdissant, la tension palpable. J'avais une décision à prendre, mais étais-je prêt à en assumer les conséquences? J'ai défié mes parents du regard, ressentant un mélange de colère et d'incrédulité. Comment pouvaient-ils me faire ça? J'étais leur fils, l'héritier de la famille Dubois. Ils n'avaient pas le droit de me mettre dehors. Avec un sourire sarcastique aux lèvres, j'ai dit « Vous n'auriez pas le courage de me chasser. Je suis votre fils, vous vous rappelez? Vous m'aimez trop pour faire ça. » Mon père, Pierre, a fait un pas en avant, son visage contorsionné par une expression de fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Il a rugi « N'ose pas nous défier, Jacques. Tu n'es plus notre fils. » Un fils ne ferait pas honte à sa famille de cette manière, ne fuirait pas ses responsabilités comme un lâche. J'ai ri avec mépris, sentant la haine grandir en moi. J'ai répondu avec venin dans la voix. « Je ne suis pas lâche. Vous êtes des hypocrites. Vous m'avez toujours tout donné, toujours gâté, et maintenant vous voulez me jeter à la rue comme un chien? Quel genre de parent êtes-vous? » Ma mère, Élise, qui était restée silencieuse jusque-là, a pris la parole. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré, mais sa voix était ferme quand elle a dit « Nous t'avons tout donné, Jacques, parce que nous t'aimons. Mais l'amour, ce n'est pas fermer les yeux sur les erreurs de ses enfants. L'amour, c'est savoir dire non, imposer des limites. Et tu as dépassé toutes les limites. » Je l'ai interrompu en criant « Des limites? Vous ne m'avez jamais donné de limites. Vous m'avez toujours laissé faire ce que je voulais. Et maintenant, vous voulez jouer aux parents responsables? C'est trop tard pour ça. » Mon père, qui était déjà à bout de patience, a explosé. « Assez, Jacques, assez d'excuses, assez de manipulations. Tu vas quitter cette maison maintenant, et tu ne prendras rien d'autre que les vêtements que tu portes. À partir d'aujourd'hui, tu es seul. »
J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Il ne pouvait pas être sérieux. J'ai essayé de plaider, mais mon père m'a interrompu. « Je ne veux plus rien entendre. J'ai déjà appelé la police. Ils seront là bientôt pour t'escorter hors de la propriété. » À ce moment-là, j'ai entendu le son des sirènes se rapprochant. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre et j'ai senti la panique m'envahir. Ils avaient vraiment appelé la police. Mes propres parents me chassaient de chez moi comme un criminel. Quand les policiers sont entrés dans la salle, j'ai crié, me suis débattu, j'ai supplié. Mais tout cela était en vain. Ils m'ont saisi par les bras et m'ont traîné hors du manoir, tandis que je maudissais mes parents. Au moment où les portes se sont refermées derrière moi, j'ai senti une haine dévastatrice envahir mon cœur. Mes parents, les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, m'avaient trahi de la pire des manières. Ils m'avaient jeté à la rue comme si j'étais un déchet, sans se soucier de ce qui allait m'arriver. Je me suis juré de ne jamais leur pardonner. Ils pouvaient m'avoir expulsé de la maison, mais ils ne pouvaient pas me forcer à assumer une responsabilité que je ne voulais pas. J'allais leur montrer que je pouvais m'en sortir seul, que je n'avais pas besoin d'eux. Après avoir été expulsé de chez moi, je me suis retrouvé complètement perdu. Sans argent, sans toit et sans perspective, j'ai erré dans les rues de Paris comme un zombie. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Je dormais dans des ruelles sombres, je mangeais des restes trouvés dans les poubelles et je mendiais de la petite monnaie pour survivre. J'ai essayé de trouver du travail, mais qui voudrait embaucher quelqu'un comme moi? Je n'avais aucune expérience, aucun domicile fixe et mon apparence était déplorable. Je me sentais humilié à chaque nom que je recevais, à chaque porte fermée devant moi. Mais le pire de tout était la solitude. Je n'avais pas d'amis, pas de famille, personne pour me soutenir. Les nuits froides, recroquevillé sur un bout de carton, je pleurais jusqu'à m'endormir, maudissant mes parents de m'avoir abandonné. Je me souvenais des mots de ma mère. L'amour, c'est savoir dire non, imposer des limites. Mais je ne pouvais toujours pas accepter qu'ils avaient raison. Je me voyais encore comme la victime, injustement traité et incompris. Les mois se sont transformés en années, et je me suis enfoncé de plus en plus dans la misère. Mon apparence était méconnaissable, mes yeux sans éclat, ma peau crasseuse. J'étais devenu un clochard, un paria de la société. Puis c'est arrivé. Un matin froid d'automne, j'étais assis sur le trottoir devant une école, mendiant quelques pièces quand je l'ai vue. Sophie, la femme que j'avais mise enceinte et abandonnée, conduisait une petite fille par la main. Ma fille. Elle était magnifique, avec ses boucles dorées et ses yeux bleus pétillants. Elle tenait la main de Sophie avec confiance, souriante et bavarde, et à côté d'elle, il y avait un homme qui tenait l'autre main de ma fille et regardait Sophie avec amour et tendresse. J'ai senti mon cœur se briser à ce moment-là. Cela aurait dû être ma famille, ma vie. J'aurais dû être cet homme, conduisant ma fille à l'école, embrassant Sophie avec affection. Mais j'avais tout gâché. J'avais choisi le chemin de l'égoïsme et de l'irresponsabilité. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage sale et j'ai sangloté comme un enfant. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le poids de mes erreurs, la douleur de mes choix erronés. J'avais tout perdu, non pas à cause de mes parents, mais par ma propre faute. J'ai regardé, le cœur brisé, Sophie, ma fille et l'homme qui avait pris ma place entrés dans l'école, heureux et unis. Et là, sur ce trottoir froid, j'ai finalement compris. Je n'étais pas la victime. J'étais le méchant de ma propre histoire. Je me suis recroquevillé, serrant mes genoux contre ma poitrine, et j'ai pleuré comme jamais auparavant. J'ai pleuré pour toutes les occasions manquées, pour tout l'amour que j'avais gaspillé, pour toute la vie que j'aurais pu avoir. À ce moment-là, j'ai renoncé à tout. Je ne pouvais plus continuer à vivre de cette façon, m'enfonçant de plus en plus dans l'apitoiement et le désespoir. J'étais déterminé à mettre fin à tout, à mettre un terme à ma douleur. Personne ne ressentirait mon absence, je ne faisais aucune différence dans la vie de personne. Ce serait même mieux ainsi. Après avoir vu ma fille et Sophie entrer dans l'école avec cet homme inconnu, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait définitivement. La réalité de toutes mes erreurs et de mes choix égoïstes m'a frappé de plein fouet, et je ne pouvais plus supporter le poids de la culpabilité et du regret. J'ai erré sans but dans les rues de Paris,
mes pensées oscillant entre l'autodépréciation et le désespoir. Comment pourrais-je continuer à vivre en sachant que j'avais tout perdu de ce qui importait vraiment? Comment pourrais-je affronter un jour de plus dans cette existence misérable? C'est alors que j'ai eu une idée sombre. J'allais mettre fin à ce tourment une fois pour toutes. J'allais mettre fin à ma vie. Déterminé, je me suis dirigé vers un bâtiment haut du centre-ville. Je connaissais bien cet endroit, car j'avais l'habitude de fréquenter les fêtes qui s'y tenaient sur la terrasse avant ma chute en disgrâce. Maintenant, cette terrasse serait la scène de mon dernier acte. J'ai monté les escaliers lentement, chaque marche me semblant plus lourde que la précédente. Mon cœur battait de façon désordonnée et mes mains tremblaient. Lorsque je suis arrivé sur la terrasse, j'ai été accueilli par une vue époustouflante de Paris. La tour Eiffel brillait au loin, et les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance pour moi. Je me suis approché du bord de la terrasse, regardant en bas avec un mélange de peur et de résignation. Les rues en bas semblaient si éloignées, si petites. Ce serait une chute longue et fatale. J'ai fermé les yeux, respirant profondément. Les souvenirs de ma vie ont défilé dans mon esprit comme un film en accéléré. Mon enfance heureuse, mes parents m'aimant et me gâtant, les fêtes, les nuits, Sophie, ma fille. Tout ce que j'avais perdu à cause de ma propre stupidité et de mon égoïsme. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et j'ai sangloté bruyamment. J'avais gâché ma vie, jeté toutes les opportunités qui m'avaient été données. Je ne méritais plus de vivre. J'étais sur le point de faire le dernier pas quand une voix m'a surpris. « Ne fais pas ça, mon fils. » Je me suis retourné rapidement, effrayé. À quelques mètres de moi se tenait un homme vêtu de vêtements simples de charpentier. Il avait un visage bienveillant, avec des rides autour des yeux qui indiquaient une vie remplie de sourires. Mais en ce moment, ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, la voix tremblante. L'homme a fait un pas vers moi, tendant la main. « Je suis simplement quelqu'un qui se soucie, quelqu'un qui voit ta souffrance et veut t'aider. » J'ai ri amèrement. « Aider ? Personne ne peut m'aider. J'ai tout gâché, je ne mérite plus de vivre. » Le charpentier a secoué la tête, un sourire triste aux lèvres. « Nous faisons tous des erreurs, mon fils. Nous prenons tous des décisions que nous regrettons. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a toujours une chance de recommencer, de devenir meilleur que nous ne l'étions hier. » Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et mon cœur s'est emballé. Il y avait quelque chose chez cet homme, dans sa présence sereine et réconfortante, qui me faisait vouloir en entendre plus. Mais comment puis-je recommencer après tout ce que j'ai fait, après tous les ponts que j'ai brûlés? Le charpentier s'est approché davantage, posant sa main sur mon épaule. Son toucher était chaud et réconfortant, comme l'étreinte d'un père. Tu commences en faisant un pas à la fois. Tu commences en demandant pardon à ceux que tu as blessés, sans rien attendre en retour. Tu commences en t'efforçant d'être un homme meilleur, un meilleur père, même si tu n'as jamais la chance de récupérer ce que tu as perdu. Et surtout, tu commences par te pardonner à toi-même. J'ai regardé dans les yeux de cet étranger, cherchant un signe de mensonge ou de tromperie, mais tout ce que j'ai vu, c'était de la sincérité et de la compassion. Puis il a prononcé les mots qui allèrent changer ma vie à jamais. « La vie est trop précieuse pour être gâchée, Jacques. Tu as encore une chance de faire une différence. » J'ai cligné des yeux, surpris. Comment connaissait-il mon nom? Mais avant que je puisse demander, le charpentier s'est éloigné, souriant. « Réfléchis à cela, mon fils. Réfléchis à l'homme que tu veux être, au legs que tu veux laisser. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour changer. » Sur ces il s'est tourné et a commencé à s'éloigner. Je suis resté là, stupéfait, l'observant disparaître dans la nuit. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, me remplissant d'un sentiment étrange de paix et de but. Je me suis éloigné du bord de la terrasse, regardant une dernière fois les lumières de la ville. Et alors, j'ai su ce que je devais faire. J'allais suivre le conseil de ce mystérieux charpentier. J'allais recommencer, faire un pas à la fois vers un avenir meilleur. Ce ne serait pas facile, je le savais. Il y aurait des obstacles et des rechutes en cours de route. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une étincelle d'espoir s'allumer en moi. J'avais encore une chance de devenir l'homme que j'aurais toujours dû être. Avec un soupir,
J'ai quitté la terrasse et j'ai commencé à descendre les escaliers, prêt à affronter ce que la vie me réservait. Et alors que je marchais dans les rues de Paris, les mots du charpentier résonnaient dans mes oreilles, me guidant vers un nouveau lever de soleil. La vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous avez encore une chance de faire la différence. Et je ferai la différence. Je rendrai chaque seconde de cette seconde chance qui m'était donnée utile. Parce que, finalement, il n'est jamais trop tard pour changer. Les paroles du mystérieux charpentier résonnaient encore dans mon esprit lorsque j'ai quitté la terrasse cette nuit-là. Je savais que j'avais un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle de détermination brûler en moi. Au cours des semaines suivantes, je me suis consacré à reconstruire ma vie. J'ai commencé par chercher du travail, n'importe quel travail qui pourrait me soutenir. C'est alors que j'ai trouvé un poste de laveur de voitures dans une station de lavage en banlieue parisienne. Le propriétaire de la station de lavage, un homme corpulent nommé François, m'a regardé de haut en bas lorsque je me suis présenté pour le poste. « As-tu déjà travaillé dans ce domaine » a-t-il demandé, méfiant. J'ai dégluti, sachant que mon apparence sale et débraillée ne jouait pas en ma faveur. « Non, monsieur, mais je suis prêt à apprendre. J'ai désespérément besoin de ce travail. » François m'a fixé pendant un long moment, comme s'il m'évaluait. Puis, à ma grande surprise, il a soupiré et dit « Très bien, gamin, je vais te donner une chance. Mais tu ferais bien de travailler dur, compris? Je ne tolère pas les paresseux ici. » J'ai acquiescé vigoureusement, retenant à peine mon émotion. « Oui, monsieur. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » C'est ainsi que ma carrière dans la station de lavage a commencé. Au début, ce fut difficile. Je n'étais pas habitué au travail manuel, et mes mains se sont rapidement retrouvées couvertes de blessures et d'ampoules. Mais j'ai persévéré, me rappelant chaque jour que ce n'était que le premier pas vers devenir un homme meilleur. Avec le temps, j'ai commencé à me démarquer dans mon travail. J'étais dévoué, attentif aux détails et toujours prêt à faire des heures supplémentaires. François a vite remarqué mon engagement et a commencé à me confier plus de responsabilités. Un jour, après une journée particulièrement longue, François m'a appelé dans son bureau. Je suis entré, nerveux, ne sachant pas à quoi m'attendre. « Assieds-toi, Jacques », il a dit, en désignant une chaise. « Je veux te parler. » Je me suis assis, les mains moites d'appréhension. « Tu as travaillé dur, gamin. Je t'ai observé. Je pense que tu es prêt pour plus de responsabilités. » Mes yeux se sont écarquillés. « Plus de responsabilités ?» François a hoché la tête. « Je veux que tu commences à superviser les autres employés. Enseigne-leur ce que tu as appris. Assure-toi que le travail est bien fait. Penses-tu pouvoir faire ça ?» J'ai ressenti une vague de fierté m'envahir. Quelqu'un reconnaissait mon effort, avait confiance en moi. C'était une sensation incroyable. « Oui, monsieur, je ferai de mon mieux. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à diriger l'équipe, à partager mes connaissances et mon expérience. Et à mesure que je le faisais, je me sentais de plus en plus confiant, de plus en plus épanoui. Les mois ont passé et j'ai continué à grandir et à me développer dans la station de lavage. Mais je voulais plus. Je voulais construire quelque chose qui m'appartenait, quelque chose dont je pourrais être fier. C'est alors que j'ai décidé d'ouvrir mon propre service de lavage de voitures. Je savais que ce serait un défi, mais j'étais déterminé à réussir. Avec mes économies et un petit prêt de François, qui croyait en moi, j'ai loué un espace et commencé à monter ma propre entreprise. Je travaillais jour et nuit, lavant des voitures, nouant des contacts, construisant une clientèle. Au début, ce fut difficile. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, où j'ai douté de mes capacités. Mais chaque fois que le découragement menaçait de m'envahir, je me rappelais les mots du charpentier. « La vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous avez encore une chance de faire la différence. » Et je continuais, porté par cette croyance inébranlable que je pouvais, en effet, faire la différence. Petit à petit, mon entreprise a commencé à croître. Ma réputation s'est répandue et de plus en plus de clients recherchaient mes services. J'ai commencé à embaucher des employés, à étendre mes opérations. 1 an après avoir ouvert ma propre entreprise, j'étais dans mon bureau, en train de passer en revue les chiffres du mois. Mon cœur se remplissait de fierté en voyant combien nous avions grandi, combien nous avions accompli. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, observant l'activité dans la cour. Mes employés travaillaient dur, lavant et polissant les voitures avec le même soin et la même dévotion que j'avais au début.
Et là, à cet instant, les paroles du charpentier ont de nouveau résonné dans mon esprit. J'avais changé, j'avais évolué. D'un jeune homme égoïste et irresponsable, j'étais devenu un homme intègre, travailleur et déterminé. J'ai souri, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'avais saisi ma seconde chance. J'avais fait la différence, non seulement dans ma propre vie, mais aussi dans celle de ceux qui m'entouraient. Et alors que j'observais mon entreprise croître et prospérer, je savais que je devais tout à cette rencontre mystérieuse sur la terrasse. Ce charpentier, qui qu'il soit, m'avait offert le plus grand des cadeaux, la chance de recommencer, d'être meilleur. Et j'étais déterminé à honorer ce cadeau, à faire valoir chaque seconde de cette seconde chance. Parce que, comme il l'avait dit, la vie est trop précieuse pour être gâchée, et je ne gâcherai plus un seul moment. Après 1 an de dévouement acharné à mon nouveau projet, j'étais devenu un homme transformé. Mon entreprise de lavage de voitures prospérait, et j'avais enfin trouvé mon but dans la vie. Cependant, il manquait une pièce cruciale à ce puzzle, ma famille. Je savais que j'avais causé beaucoup de douleur et de souffrance à mes parents, et j'étais déterminé à me racheter. Un dimanche après-midi, j'ai rassemblé tout le courage que j'avais et me suis dirigé vers la maison où j'avais grandi. Mon cœur battait à tout rompre alors que je sonnais à la porte, incertain de l'accueil que j'allais recevoir. À ma grande surprise, c'est ma mère qui a ouvert la porte. Elle est restée figée en me voyant, les yeux remplis de larmes. « Jacques, c'est bien toi, mon fils !» J'ai dégluti, luttant contre mes propres larmes. « Oui, maman, c'est moi. Je sais que je ne mérite pas d'être ici après tout ce que j'ai fait, mais je devais venir. Je devais demander pardon. » Ma mère n'a rien dit. Elle m'a simplement enveloppé dans une étreinte serrée, sanglotant contre ma poitrine. À ce moment-là, mon père est apparu à la porte, attiré par l'agitation. Il m'a regardé avec un mélange de choc et de perplexité. « Jacques, tu es revenu ?» Je me suis doucement éloigné de ma mère et j'ai affronté mon père, la culpabilité et le regret inscrits sur mon visage. « Oui, papa, je suis revenu, et je suis venu pour dire que je suis désolé. Pour tout. J'ai été un idiot, un égoïste. J'ai gâché toutes les chances que vous m'avez données, mais j'ai changé. J'essaie de devenir un homme meilleur. » Mon père est resté silencieux pendant un moment, scrutant mon visage. Puis, à ma grande surprise, il a ouvert les bras. « Viens ici, mon fils. » Je me suis jeté dans ses bras, les larmes coulant enfin. Après toutes mes erreurs, après toute la douleur que j'avais causée, mes parents m'aimaient toujours. Ils étaient toujours prêts à me donner une chance. Nous avons passé l'après-midi à discuter, à mettre tout à plat. Je leur ai raconté mon parcours, comment j'avais reconstruit ma vie. Ils ont écouté attentivement, la fierté brillait dans leurs yeux. Mais il y avait un sujet que je devais encore aborder. Un sujet qui me rongeait depuis ce jour fatidique où j'avais vu ma fille entrer à l'école. « Maman, papa, il y a encore une chose que je dois faire. Je dois retrouver Sophie et ma fille. Je dois essayer de réparer les choses avec elles aussi. » Mon père a froncé les sourcils, inquiet. « Jacques, tu en es sûr ? Après tout ce qui s'est passé, cela pourrait ne pas être facile. » J'ai acquiescé, déterminé. « Je le sais, mais je dois essayer. Je dois au moins demander pardon à Sophie, même si elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Et je dois rencontrer ma fille, même si ce n'est qu'une fois. » Ma mère a pris ma main, ses yeux remplis de compréhension. « Nous comprenons, chérie. Mais as-tu pensé à la façon dont tu vas entrer en contact avec Sophie ? Après tout, » j'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux. « C'est le problème. Je n'ai aucune idée de l'endroit où la trouver ou de la manière de l'approcher. Après ce que j'ai fait, je doute qu'elle veuille me voir. » Mon père a échangé un regard avec ma mère, une communication silencieuse passant entre eux. Puis, il s'est tourné vers moi, déterminé. « Laisse-nous faire, fils. Nous allons trouver un moyen de contacter Sophie. Nous organiserons une rencontre pour toi. » Je le regardais, surpris et ému. « Vous feriez ça pour moi ? Après tout ?» Ma mère serra ma main, un sourire doux sur son visage. « Bien sûr, chérie. Nous sommes ta famille. Nous sommes là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. » Je sentis les larmes revenir à mes yeux, cette fois de pure gratitude. « Merci. Merci, maman, papa. Je ne vous mérite pas. » Mon père secoua la tête, souriant. « Il ne s'agit pas de mériter, fils. Il s'agit d'amour. Et nous t'aimons, quoi qu'il arrive. » Je les étreignis à nouveau,
mon cœur débordant d'amour et de gratitude, et en quittant la maison de mes parents. Ce jour-là, je savais que, quoi qu'il arrive avec Sophie, j'aurais toujours ma famille à mes côtés. Maintenant, tout ce qui me restait à faire était d'attendre. Attendre et espérer que, avec l'aide de mes parents, je pourrais avoir une chance de me racheter auprès de Sophie et, enfin, de rencontrer ma fille. Avec l'aide de mes parents, j'ai réussi à entrer en contact avec Sophie et à implorer une chance de discuter. À ma surprise et à mon soulagement, elle a accepté de me rencontrer pour un déjeuner. Assis dans ce restaurant, en attendant Sophie, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Je répétais mentalement ce que je dirais, comment je supplierais pour une chance de faire partie de la vie de ma fille. Quand Sophie est entrée, mon cœur s'est arrêté. Elle était magnifique, irradiant une confiance que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'est approchée de la table, son visage indéchiffrable. « Bonjour, Jacques », dit-elle froidement en s'asseyant. Je déglutis, soudainement sans mots. Finalement, j'ai réussi à balbutier « Sophie, merci d'être venue. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir, mais… » « Mais quoi, Jacques ?» Elle m'interrompit, ses yeux brillants de colère. « Après tout ce que tu as fait, après nous avoir abandonnés, qu'est-ce que tu pourrais bien vouloir de moi maintenant ?» Je sentis la culpabilité et le remords me traverser comme un couteau bien aiguisé. Je savais que je méritais sa colère, son mépris. « Je dois te demander pardon, Sophie. J'ai été un lâche, un idiot égoïste. Je n'aurais jamais dû vous abandonner, toi et notre fille. » Sophie rit amèrement. « Pardon ? Tu penses que c'est si facile, que tu peux simplement réapparaître après toutes ces années et espérer que j'oublie tout ce par quoi tu nous as fait passer ?» Je secouai la tête, désespéré. « Non, je ne pense pas que ce soit facile. Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Mais Sophie, j'ai changé. Je ne suis plus cet homme irresponsable que tu as connu. J'ai grandi, Les gens ne changent pas, Jacques. » Elle me coupa, ses yeux durs. « Pas vraiment. » Je me penchai en avant, implorant. « Mais j'ai changé, Sophie. Laisse-moi te le prouver. Laisse-moi faire partie de la vie de notre fille. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, donne-moi une chance d'être le père qu'elle mérite. » Sophie resta silencieuse pendant un long moment, étudiant mon visage. Je pouvais voir la bataille se dérouler derrière ses yeux. « Tu veux faire partie de sa vie ?» dit-elle finalement, sa voix tendue. « Après toutes ces années, tu penses pouvoir entrer et sortir de sa vie à ta guise ?» Je secouai vigoureusement la tête. « Non, ce n'est pas ce que je veux. Je veux être là pour elle, Sophie. Je veux la soutenir, la voir grandir. Je veux être un vrai père. » Sophie soupira, semblant fatiguée. « Je ne sais pas, Jacques. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Notre fille, elle est tout pour moi. Je ne peux pas te laisser la blesser comme tu nous as blessés. » Je tendis la main sur la table, mes yeux suppliants. « S'il te plaît, Sophie, juste une chance. Laisse-moi te prouver que je suis un homme différent. Laisse-moi rencontrer ma fille. » Sophie regarda ma main, l'indécision claire sur son visage. Le silence entre nous était tendu et chargé. Enfin, elle rencontra mes yeux, son expression illisible. « Écoute, Jacques, je vois que tu n'accepteras pas un non comme réponse. Alors je vais être très clair pour que tu comprennes. » La façon dont Sophie prononça ces mots me surprit. Son attitude changea soudainement, même l'air autour d'elle sembla devenir plus sérieux. Je me penchai en avant, implorant. « S'il te plaît, Sophie, laisse-moi te le prouver. Laisse-moi faire partie de la vie de notre fille. Je sais que je ne le mérite pas, mais… » « Non !» Ce seul mot me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je regardai Sophie, choquée. « Quoi ?» Elle se pencha en avant, ses yeux fixés sur les miens avec une intensité effrayante. J'ai dit non, Jacques. Tu ne feras pas partie de la vie de ma fille. Jamais. Je sentis mon cœur se briser, le désespoir m'envahir. « Sophie, s'il te plaît, je t'en supplie. Juste une chance. Laisse-moi la rencontrer. Laisse-moi être le père qu'elle mérite. » Sophie secoua la tête.
un sourire cruel sur ses lèvres. « Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas, Jacques? Tu n'es pas son père. » Je restais figé, mes veines devenant glacées. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sophie soupira, s'adossant à sa chaise. « La vérité, Jacques, c'est que tu n'as jamais été le père. Quand je suis tombée enceinte, je fréquentais quelqu'un d'autre en même temps. Il est le véritable père de ma fille. » Je sentis le monde tourner autour de moi, mon estomac se retournant. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi m'avoir laissé croire? Sophie haussa les épaules, son visage impassible. Parce que j'avais besoin de quelqu'un pour subvenir aux besoins de l'enfant. Et toi, avec ta famille riche, tu semblais être le choix parfait. Mais ensuite, tu t'es enfui, et j'ai dû me débrouiller seul. Je sentis des nausées, la trahison et la douleur me consumant. Alors, tout ça, tout ce que j'ai traversé, c'était pour rien? Notre fille, elle n'a jamais été la mienne? Sophie secoua la tête, son sourire maintenant presque cruel. Non, Jacques, elle n'a jamais été la tienne, et elle ne le sera jamais. Je me levai brusquement, la chaise tombant derrière moi avec fracas. Les gens autour nous regardaient, mais je ne le remarquais même pas. Tout ce que je ressentais, c'était la douleur, la trahison, la dévastation totale et complète. Sans dire un mot de plus, je me retournai et sortis du restaurant, les larmes coulant sur mon visage. Je marchais sans but dans les rues, le cœur en miettes, l'esprit tourbillonnant. Tout ce pourquoi j'avais lutté, tout ce que j'avais espéré, c'était un mensonge, une farce cruelle. Et maintenant, j'étais vraiment seul, sans but, sans rien pour quoi vivre. J'avais déjà touché le fond, mais ça, c'était autre chose. C'était la fin de la ligne, la fin de tous les espoirs et rêves que j'avais pour l'avenir. Et tandis que je marchais, perdu et brisé, je me demandais si je serais capable un jour de me remettre de cette dernière et plus dévastatrice trahison. Après la révélation dévastatrice de Sophie, je me retrouvais à errer sans but dans les rues de Paris, le cœur en miettes et l'esprit en ébullition. Tout ce que j'avais espéré, tout ce pourquoi j'avais lutté, était en vain. Ma fille, la raison pour laquelle j'avais changé ma vie, n'était pas réellement la mienne. Sans m'en rendre compte, mes pas me menèrent de nouveau à ce bâtiment familier, le même où j'avais rencontré le mystérieux charpentier des années auparavant. Cette rencontre avait changé ma vie, m'avait donné de l'espoir alors que je pensais qu'il n'y en avait plus. Mais maintenant, debout de nouveau au bord de la terrasse, je me sentais plus perdu que jamais. Je regardais en bas, vers les rues animées de Paris, et pendant un moment, j'envisageais de faire un pas en avant, de tout finir, de mettre fin à cette douleur insupportable. Mais alors, comme un murmure dans la brise, les paroles du charpentier me revinrent. « La vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu as encore une chance de faire la différence. » Je fermai les yeux, les larmes coulant sur mes joues. Avais-je fait la différence? Avais-je profité de ma seconde chance? Ou avais-je tout gâché à nouveau, m'accrochant à un rêve qui n'avait jamais été vraiment le mien? Soudain, je sentis une main sur mon épaule. Surpris, je me retournai pour ne trouver que la terrasse vide. Il n'y avait personne. Mais je pouvais jurer que j'avais senti quelque chose, une présence réconfortante et familière. C'est alors que quelque chose attira mon attention. Là, sur le sol près de mes pieds, il y avait une seule plume blanche. Je me penchai et la ramassai, la faisant tourner entre mes doigts. Et d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, je sus. Je sus que je n'étais pas seul, que je ne l'avais jamais été vraiment. Je regardais de nouveau l'horizon, la ville qui avait été mon foyer toute ma vie. Et en le faisant, les paroles du charpentier résonnèrent dans mon esprit une fois de plus, cette fois avec un sens nouveau et plus profond. J'avais changé. J'étais devenu un homme meilleur, quelqu'un qui se souciait, quelqu'un qui luttait pour ce en quoi il croyait. Et c'était cela, réalisai-je, la véritable différence que j'avais faite. Peu importe si l'enfant était biologiquement la mienne ou non.
Ce qui importait, c'était le voyage que j'avais entrepris, les leçons que j'avais apprises, la personne que j'étais devenue. Avec un sourire tremblant, je fis un pas en arrière de la bordure. Je savais que la route devant moi ne serait pas facile. Je savais qu'il y aurait encore de la douleur, encore des obstacles à surmonter. Mais je savais aussi que j'avais maintenant la force de les affronter. Parce que je ne fuyais plus, je ne me cachais plus. J'affrontais la vie de front, avec toutes ses joies et ses tristesses. Je regardais une fois de plus la plume dans ma main, puis la levai et la laissai s'envoler avec le vent. Elle tourbillonna et dansa dans l'air, montant de plus en plus haut jusqu'à disparaître de vue. Et avec elle, je sentis mes derniers vestiges de doute et de désespoir disparaître aussi. Je me retournai et commençai à descendre les escaliers, de retour dans les rues, de retour à la vie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que j'étais prêt à l'affronter, prêt à vivre, prêt à aimer, prêt à être l'homme que j'aurais toujours dû être. Et tandis que je marchais, je ne pus m'empêcher de penser au mystérieux charpentier. Qui était-il? Un ange? Un esprit guide? Ou simplement un homme sage avec les mots justes au bon moment? Je soupçonnais que je ne le saurais jamais vraiment, mais une chose était certaine, il m'avait sauvé. Pas seulement ma vie, mais mon âme. Il m'avait montré le chemin, même quand j'étais perdu dans l'obscurité, et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant. Reconnaissant pour la seconde chance, reconnaissant pour les leçons, reconnaissant pour la vie que j'avais maintenant. Avec un cœur plein d'espoir et de détermination, je continuais d'avancer vers l'avenir inconnu qui m'attendait. J'étais prêt. Prêt à vivre la vie que j'avais choisie, la vie pour laquelle j'avais tant lutté. Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes vibrantes d'orange et de rose, je savais que, quoi qu'il arrive, j'aurais toujours cette force en moi, la force que le charpentier avait réveillée, la force de faire la différence.